Bien, on va finir ce module consacré à la néphro et au métabolique par un cas clinique un peu enrichi sur l'insuffisance rénale aiguë, sa prise en charge et aussi toute une partie sur la gestion médicamenteuse et notamment de l'antibiothérapie. Alors, pour ce cas clinique, eh bien, on va utiliser l'outil Woodclap. Donc, vous pouvez vous connecter pour que ce soit interactif à l'application Woodclap et vous mettez le code de l'événement qui est FLJPHA. FLJPHA. Voilà. Je vous laisse quelques secondes. Comme ça. Hop. Donc, a priori, allez, c'est parti, on y va. Donc, c'est un cas clinique relativement simple au départ. C'est l'interne de chirurgie qui vous appelle car il a dans ses lits une patiente de 62 ans diabétique qui a des hémocultures qui poussent à Staph aureus R. La patiente est hospitalisée depuis 4 semaines pour une plaie chronique du pied et des signes de pneumopathie. Elle est hypotendue et a reçu 2 litres de NaCl, 0,9%, permettant d'obtenir une pression artérielle à 100 de systolique, 50 de diastolique et une moyenne à 67. L'infectiologue propose de débuter une antibiothérapie par vancomycine, gentamicine et de vous contacter pour la posologie car la patiente a une créatinine sanguine à 120 micromoles par litre alors qu'elle pèse 46 kg. Et ma première question est d'entrée, pour moi, que faites-vous? Pour moi, ce n'est pas une antibiothérapie adaptée et je remplacerai par une autre antibiothérapie. J'adapte les antibiotiques à la fonction rénale avec gentamicine 2,5 mg par kilo, vancomycine bolus de 250 mg puis 500 mg par jour. Je considère que le rein est un organe secondaire, on arrive bien à vivre sans les dialysés chroniques, et je mets gentamicine 10 mg kilo, bolus de 1,5 g de vancomycine à 30 mg kilo, et puis j'enchaîne par 2 g de vancomycine par jour, ou je téléphone un ami qui me conseille les posologies suivantes. Alors, vous êtes 40 à vous être connectés. On va laisser quelques secondes, mais pas trop non plus, puisqu'il y aura 8 questions. Et donc, si on veut terminer à l'heure, allez, les plus réticents, encore 10 secondes, et puis vous lancez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce que vous avez mis? Eh bien, alors, vous remplacez, d'accord? Donc, n'hésitez pas éventuellement sur le forum de discussion à mettre par quelle antibiothérapie vous voulez remplacer. Sachant que pour l'instant, dans le cas d'une pneumopathie, la daptomycine, ce n'est pas forcément recommandé. L'inésolide, c'est une patiente qui débute sans doute un sepsis sévère, voire un choc septique. Donc là aussi, attention danger. Vanco-Genta, c'était quand même pas fou. J'adapte l'antibiothérapie à la fonction rénale, d'emblée 2,5 mg par kilo par jour, c'est vos réponses en majorité. Ou bien, l'autre possibilité, c'est non, on y va jusqu'au bout, on attaque fort avec 10 mg kilo de gentamicine et une posologie presque normorénale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire entre ces deux attitudes? Eh bien, si on reprend un tout petit peu de pharmacocinétique, des notions que vous connaissez, vous savez quand vous injectez un médicament, eh bien, ça va augmenter la concentration sérique de ce médicament et eh bien, ce médicament va pouvoir être délivré sur le site de l'infection et on cherche à obtenir une concentration minimum
pour agir sur l'infection, mais bien entendu, ces concentrations n'est pas exclusif au tissu infecté, mais va diffuser dans l'ensemble des autres organes. Et il faudra sans doute essayer de limiter, avoir l'effet thérapeutique, mais limiter l'effet toxique qui touche les autres organes. Et comme vous le savez, en fait, il existe différents types d'antibiothérapie, d'antibiotiques, avec des propriétés différentes. Il y a des pics qui sont des antibiotiques qui sont actifs en fonction de leur concentration maximale. C'est ce qu'on appelle les antibiotiques pic dépendants, comme les aminosides. Plus on monte fort haut et plus on est actif sur le site infecté. Il y a des antibiotiques qui sont temps dépendants. L'objectif, c'est d'avoir le plus grande partie du temps des 24 heures au-dessus de la concentration minimale inhibitrice, comme les bêta-lactamines. Et puis, il y a des antibiotiques qui combinent un peu les deux, et ce sont des antibiotiques dont on va juger l'air sous la courbe, comme les fluoroquinolones. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la littérature, eh bien, il y a cette étude qui a été réalisée par l'équipe de Bichat il y a quelques années et qui montrait que l'injection d'amicacine à la dose de 25 mg par kilo, c'est-à-dire une dose normo-rénale, eh bien, dans 33% des cas, cette injection ne permettait pas d'obtenir la concentration maximale qui était à ce moment-là, j'allais dire, voulue, qui était d'à peu près 60 mg par litre. Pourquoi? Parce que il y a au cours du sepsis, eh bien, cette perfusion de cette expansion volémique qui va diluer complètement l'espace de distribution de ces aminosides. Et donc, lorsque vous injectez un médicament, la première des choses, c'est qu'il va se diluer dans l'espace de distribution, et au cours de la période de remplissage, qui est la période initiale d'un sepsis, eh bien, si vous ne mettez pas déjà une bonne dose d'antibiotiques, jamais vous n'atteindrez des concentrations que vous vouliez, et les concentrations minimales, notamment sur les aminosides. Donc, véritablement, même chez les patients qui sont en insuffisance rénale aiguë, même les patients anuriques, la posologie initiale, c'est-à-dire celle des premières 24 heures, dépend du volume de distribution et non de la fonction rénale. Donc, vous devez absolument mettre les doses normo-rénales, voire des doses recommandées en réanimation qui sont légèrement plus importantes que celles qui sont utilisées pour les patients avec une fonction rénale normale. Donc, on n'hésite pas à utiliser effectivement des doses de gentamicine de 10 mg par kilo et une posologie de la vancomycine strictement normale, avec des bolus de 30 mg kilo, et puis après 40 mg par kilo sur 24 heures. Donc, vous n'adapterez la posologie des médicaments et notamment des antibiotiques qu'à partir de J2 ou J3. Ça, c'est vraiment très, très important, parce que sinon, vous êtes sûr d'être sous-dosé dans vos antibiotiques, et vous pensez avoir traité correctement l'infection, alors que ce n'est pas du tout le cas. On poursuit, l'infectiologue vous recontacte, il faudrait augmenter les posologies de vancomycine et de gentamicine, mais ces deux antibiotiques sont néphrotoxiques. Et il regarde un petit peu plus l'antibiogramme et il constate que la lévofloxacine est active, et il vous propose d'adapter la posologie de cet antibiotique, la lévofloxacine. La créatininémie de cette patiente est à ce moment-là de 90 micromoles par litre. Voici
les ABAC de recommandation de la posologie de l'évofloxacine, qui sont très proches de celles du Vidal, mais ça, c'est celles du GPR, qui sont assez précises. Et donc, moi, ma première question, c'est quelle dose, après la dose de charge, qu'allez-vous utiliser? Est-ce que vous mettez 500 mg, 250 mg, 125 mg toutes les 12 heures, 125 mg toutes les 24 heures, ou je ne sais pas, il faut que je calcule. Donc, alors, est-ce que vous arrivez ouais. Hop, je vous mets ici, en un peu plus gros, le tableau. Allez-y sur vos réponses. Qu'est-ce que vous mettez? 500 mg toutes les 12 heures, 250 mg toutes les 12 heures, 125 mg toutes les 12 heures, 125 mg par 24 heures, ou je ne sais pas, il faut que je calcule. Bien entendu, après la dose de charge. On ne parle plus de la dose de charge. La dose de charge normo-rénale a été faite. Maintenant, on est à J2. Il faut sans doute adapter à la fonction rénale. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? On laisse encore 5 secondes. Vous mettez 500 mg par 12 heures, ou 200 ou 125, et il y en a quand même quelques-uns qui disent « je ne sais pas encore, il faut que je calcule ». Et c'est probablement moi ce que j'aurais proposé, c'est-à-dire on va calculer. Alors on va calculer, d'accord, alors si je vous donne un peu plus d'éléments pour calculer la clearance de cette patiente, la créatininémie est à 90, c'est une femme, elle a 62 ans, elle pèse 46 kg, sa taille de 1,57 m. La créatininurie est de 3600 micromoles par litre et la durée des 24 heures est de 1300 millilitres. Est-ce que ça vous aide à maintenant calculer la clearance de la créatinine? Et si oui, quelle posologie vous allez utiliser? Alors, il n'y a pas eu. Bon, eh bien, là, je vais vous donner tout de suite la réponse. La réponse, c'est que, effectivement, selon la formule que vous allez utiliser, eh bien, la formule de Cockcroft est à 51 millilitres par minute, MDRD 56, CKD-EPI 59 et l'UV sur P 44. Et donc, la posologie que vous allez utiliser, ce sera donc laquelle? Est-ce que vous allez utiliser la posologie de MDRD, CPK-EPI, UV sur P ou Cockcroft? De manière générale, vous utilisez les 250 mg sur 12 heures. Et effectivement, ce qu'il faudra, c'est absolument, lorsque vous calculez une clearance de la créatinine pour évaluer un débit de filtration glomérulaire, il faut utiliser la formule UV sur P et non pas les formules de calcul estimées, approchées, qu'on utilise dans l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire MDRD, CPK, EPI, Cockcroft. Ce sont des formules qui ne sont absolument pas validées dans les cas d'insuffisance rénale aiguë et qui ne prennent pas en compte différents éléments propres à l'insuffisance rénale aiguë et à la réanimation. Donc, véritablement, pour évaluer une fonction rénale, vous devez faire un calcul de l'UV sur P.
Le mieux, c'est sans doute d'avoir un recueil fiable, le plus fiable possible sur les 24 heures. Mais si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, il faut au moins faire un recueil de 4 heures. Plus le recueil est long, plus le biais potentiel du recueil, du prélèvement, du recueil urinaire va être faible. Donc, très important, utilisez l'UV sur P. Adaptation posologique, j'utilise l'UV sur P pour calculer, pour adapter ma posologie médicamenteuse. La créatinine augmente, passant en 4 jours de 90 à 320 micromoles par litre. L'urémie est à 27 millimoles par litre, la kaliémie à 4,6. La patiente a une diurèse de 460 cc en 24 heures. Les hémocultures ne poussent plus et l'ETO montre une importante insuffisance aortique importante. Alors, est-ce qu'il est temps d'épurer? Quel est le bon timing? Oui, il fallait sans doute épurer un petit peu plus tôt, là, dès Cadigo 2. Il faut épurer dès Cadigo 3. Il faut épurer parce qu'on a quand même une urée supérieure à 20 millimoles par litre. Il n'y a pas d'urgence métabolique ou respiratoire, donc on peut encore attendre. Ou on peut épurer dès à présent, car de toute manière, il y aura une indication formelle dans quelques heures ou quelques jours. Qu'est-ce que vous allez mettre comme réponse dans ce cas-là? On peut attendre. Vous êtes unanime. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, juste un petit rappel, est-ce qu'il faut épurer pour enlever les mauvaises humeurs? C'est toujours une question qui revient tous les 10 ans et avec plus ou moins des arguments fondés. Et les dernières études ont montré que très clairement, l'épuration des mauvaises humeurs ne servait strictement à rien. Quand l'équipe de Payen avait réalisé cette étude en épurant dès les premières 24 heures d'une défaillance d'organes due au sepsis, eh bien, vous voyez qu'on n'épurait pas plus des interleukines 6, des médiateurs de l'inflammation. Donc, on n'arrivait pas à véritablement les épurer de la circulation sanguine. Et au niveau des événements cliniques, eh bien, il y avait une tendance à plus d'événements dans le groupe épuration par rapport au groupe non épuré. Donc, ce qui est maintenant très clair, c'est qu'une indication de l'épuration extra-rénale se fait uniquement sur une défaillance d'organes et non sur une cause septique. La deuxième chose, c'était effectivement quel est le bon timing de début de cette épuration extra-rénale. Eh bien, tout a commencé il y a 10 ans avec cette étude de Carvelas qui montrait qu'une épuration plus précoce avait sans doute influencé la mortalité, avec diminué la mortalité de ces patients. Mais c'était des études avec des faibles effectifs, extrêmement observationnels et rien d'interventionnel. Et en une décennie, eh bien, on a pu apporter des éléments de réponse assez importants, assez fiables, avec l'équipe notamment de Stéphane Gaudry et puis aussi l'équipe de Jean-Pierre Queneau de Dijon, avec ces grandes études Ideal ICU, Akiki, Startaki et puis aussi Elin. Et comme vous voyez, eh bien, on s'aperçoit que tout le monde n'a pas pris quand même les mêmes définitions de précoce et tardif, et certains
tardif était précoce pour d'autres. Toujours est-il que les résultats, vous les connaissez, il n'y a pas d'argument pour épurer précocement un patient, et même les études d'Ideal SU et d'Akiki ont montré que au moins 40% des groupes, des patients des groupes qui étaient dans le groupe stratégie tardif, eh bien, n'étaient pas épurés et récupérés avant de passer à une épuration extra-rénale. La seule étude qui se différenciait du résultat, c'était l'étude ELIN, qui était monocentrique, avec une population un peu plus importante de post-opératoire de chirurgie cardiaque, et probablement qu'un élément important était le contrôle de la volémie, et c'est sans doute ce meilleur contrôle de la volémie qui permettait un bénéfice du groupe épuration précoce. Donc, ce qui est maintenant assez clair, c'est qu'il ne faut pas spécialement épurer tôt s'il n'y a pas d'urgence métabolique. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut se permettre d'attendre de manière très importante? Et cette étude de Akiki 2 de Stéphane Gaudry avait testé retardé versus très retardé. Avec très retardé, c'était le groupe de patients avec plus de 50 millimoles d'urémie par litre. Eh bien, vous pouvez voir qu'il y avait quand même une tendance à plus d'événements secondaires, voire plus de mortalité dans le groupe qui attendait un peu trop. Donc, probablement que se poser la question de l'épuration à partir de Cadigo 3, l'entamer dès qu'il y a une complication métabolique aiguë, bien entendu, qui n'est pas contrôlée, mais sans doute se poser la question de débuter sur les troubles métaboliques entre une urée entre 40 et 50, c'est sans doute un compromis assez intéressant. Néanmoins, il reste quand même la question de la balance hydrique, parce qu'on peut très bien avoir une urémie aux alentours de 30 millimoles par litre et pourtant une balance hydrique qui est très positive. Et comme vous le savez, eh bien, il y a une relation linéaire entre la prise de poids et la mortalité des patients en réanimation. Et il y a quelques études anciennes, mais des éléments un peu plus récents que je vous montrerai par la suite, qui montrent que lorsque on arrive à contrôler précocement cette balance hydrique, eh bien, on a l'impression qu'on arrive à un petit peu mieux contrôler la mortalité de ces patients. C'était une petite étude à ce moment-là où on montrait qu'il y avait une différence en termes de mortalité et surtout de contrôle de la balance des fluides en mettant précocement une épuration extra-rénale en place par rapport à une épuration extra-rénale qui était mise en place un peu plus tardivement. Alors, c'est aussi ce que ont comme sentiment les experts dans le domaine de l'épuration extra-rénale, qui très clairement disent attention, il faudra évaluer la dysfonction rénale aussi à la lumière de la balance hydrique. Si elle est très positive, eh bien, on va avoir des difficultés d'ordre hémodynamique, cardiaque, mais aussi de sevrage respiratoire. Donc, ça va être quand même le moment, peut-être, même s'il n'y a pas des éléments métaboliques forts, de pouvoir débuter une épuration extra-rénale pour mieux contrôler cette balance des fluides et pas laisser un patient en hypervolémie. Alors, si vous débutez l'épuration extra-rénale, eh bien, quelle technique vous allez utiliser? Est-ce que vous allez utiliser l'hémodialyse intermittente ou l'hémofiltration ou l'hémodiafiltration continue? Je vous laisse quelques instants. Alors, vous pouvez surtout utiliser les deux techniques.
Je vois qu'a priori, c'est un peu plus l'hémofiltration continue que l'hémodialyse intermittente. Pour l'instant, on n'a pas mis en évidence dans la prise en charge aiguë de l'insuffisance rénale aiguë qui nécessitait une épuration extrarénale, on n'a pas mis en évidence de bénéfice d'une technique par rapport à une autre. Stéphane Gaudry va tester quand même l'efficacité, l'impact des deux techniques dans un prochain essai dans les années à venir. Mais il reste une question qui, à mon avis, est toujours intéressante et qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, c'est est-ce que, non pas à la phase aiguë, mais à la phase de récupération, il n'y avait pas un bénéfice d'une technique par rapport à une autre. Et il y a quelques études qui sont sorties maintenant il y a quelques années qui montraient, c'est des études observationnelles, mais qu'il y avait une meilleure récupération lorsqu'on utilisait une technique continue par rapport à une technique intermittente. Et c'était assez intéressant de voir dans cette méta-analyse de comparaison de la récupération rénale en fonction des deux techniques, continue ou intermittente. Et l'auteur montrait bien que lorsqu'on regardait les études observationnelles, il y avait un bénéfice des techniques continues, mais lorsqu'on regardait les études en des essais contrôlés, on perdait ce bénéfice. Donc, probablement qu'il y avait un biais de sélection. Et les dernières études qui ont été faites sur cette question montraient d'une part qu'au niveau de l'instabilité hémodynamique, il n'y avait pas de différence entre continu et intermittent. Et pourtant, la technique continue a été, dans l'esprit encore de beaucoup, c'est la technique recommandée en phase aiguë. La technique intermittente peut très bien être utilisée en phase aiguë sans aucun problème, mais il faudra à ce moment-là très clairement utiliser des précautions pour la technique intermittente, et notamment celles qui ont été décrites par Frédéric Schorgen il y a quelques années, en utilisant une concentration de sodium du dialysat supérieure à 145, débuter doucement le débit sanguin à moins de 150 millilitres minute, et puis on augmente progressivement. Une température de dialysat inférieure à 37 degrés. Généralement, on met entre 1 et 2 degrés en dessous de la température du patient. Et bien entendu, il faudra faire attention à ne pas faire de déplétion trop importante, parce que c'est, comme vous le savez, des séances qui durent 4 à 6 heures. Donc, il faut vraiment être sûr que le patient ne soit pas en instabilité hémodynamique pour dépléter, sinon on court à la catastrophe. Mais en prenant ces précautions, on peut vraiment utiliser la technique intermittente sans aucun problème. L'étude qui avait été faite par Outcome Rea, notamment pour comparer technique intermittente versus technique continue, montrait que, a priori, c'est vrai, la technique continue pourrait peut-être un peu mieux contrôler la balance des fluides, mais ça reste à vérifier par un essai contrôlé randomisé. En revanche, chez les patients qui n'avaient pas d'instabilité hémodynamique, il y avait sans doute la technique intermittente était sans doute un peu mieux que la technique continue, probablement parce qu'elle permettait un sevrage et une mobilisation chez ces patients plus rapide que la technique continue. Donc, c'est vrai que pour l'instant, un des arguments avancés par les believers des techniques continues, c'est un meilleur contrôle de la balance des fluides par rapport à la technique intermittente. Si vous utilisez une technique continue, quelle anticoagulation choisissez-vous? C'est une question assez simple.
héparine non fractionnée, HBPM, citrate, pas d'anticoagulant, héparine protamine ou rinçage itératif aux solutés salés isotoniques. Vous allez répondre facilement. Maintenant, très clairement, on utilise le citrate. L'anticoagulation de référence dans les techniques continues, c'est le citrate. Pourquoi? Parce que il y a véritablement un bénéfice net en termes de durée de vie de l'hémofiltre. Il y a plusieurs études qui l'ont parfaitement démontré. Vous voyez, 124 heures en moyenne versus un peu moins de 40 heures. Les recommandations Cadigo le mettent vraiment en avant en première intention, comme la technique d'anticoagulation, et c'est même un argument pour eux chez les patients éventuellement instables ou les patients qui pourraient saigner, pour utiliser des techniques continues qui utilisent une anticoagulation régionale au citrate par rapport aux techniques intermittentes qui utilisent encore les techniques d'anticoagulation systémique. Il a fallu attendre, vous voyez, 2020 pour avoir le premier essai randomisé, contrôlé, qui comparait la technique citrate versus régionale au citrate versus l'anticoagulation systémique à l'héparine en épuration extra-rénale continue. Et comme vous le voyez, la durée de filtre est largement supérieure dans le groupe citrate par rapport à systémique, à l'héparine. Mais on s'apercevait qu'en termes de mortalité, alors l'étude n'était pas designée pour avoir véritablement une différence en termes de mortalité, il y avait une tendance dans le groupe citrate par rapport au groupe héparine. On saignait moins dans le groupe citrate par rapport au groupe héparine, ce qui est logique. Par contre, ce qui a été très intéressant, et ça on ne s'y attendait pas, c'est que les auteurs ont trouvé significativement plus d'infections dans le groupe citrate par rapport au groupe héparine. On avait du mal à expliquer pourquoi. Ce n'était pas forcément des infections de cathéter de dialyse, mais c'est un résultat qui mérite d'être sans doute exploré sur l'anticoagulation au citrate. Alors, vous épurez, notamment au citrate. Maintenant, quels éléments impactent sur l'épuration de mes antibiotiques? Est-ce que tous les antibiotiques vont être épurés par ma technique ou est-ce qu'elle va dépendre de l'albuminémie du patient, du débit de substitution de ma technique continue, du débit sanguin, de la durée de séance ou du poids moléculaire de l'antibiothérapie? Plutôt le poids moléculaire de l'antibiotique. Allez, je vous laisse 5 secondes de plus. OK. Eh bien, en fait, toutes les réponses sont exactes. Tous ces éléments vont impacter sur votre épuration de médicaments. Le premier des éléments, c'est le poids moléculaire. La plupart des médicaments ont un poids moléculaire très faible. Vous voyez, c'est de l'ordre de 100 à 1000, 1500 Dalton, c'est-à-dire 1,5 kg Dalton. Or, votre membrane d'épuration va épurer jusqu'à 30 kg Dalton. Au-dessus de 30 kg Dalton, la membrane n'épure pratiquement pas. Mais en dessous, elle va épurer. Donc, vos médicaments vont être épurés très largement à partir du moment où ils sont dans la circulation sanguine.
Par contre, ils ne seront pas épurés lorsqu'ils seront liés à l'albumine, puisque l'albumine fait 68 kg d'Alton, donc bien au-dessus du seuil d'épuration, du cut-off de la membrane. Et donc, plus votre médicament va être lié à l'albumine, moins il va être épuré. C'est le cas, par exemple, de la ceftriaxone, qui va être liée à 95% à l'albumine. La ceftriaxone ne va pas du tout être épurée par l'épuration extra-anale. Par contre, l'amicacine, qui est liée à moins de 10% à l'albumine, et donc sous forme libre, à partir du moment où la molécule d'amicacine va passer par une épuration extra-anale, elle va être éliminée. On dit généralement qu'une fraction libre inférieure à 20%, eh bien, l'épuration extra-anale a un impact négligeable. Pourquoi? Parce que 80% de fractions liées à l'albumine, votre médicament va rester dans le corps du patient. Un autre élément, ça va être incontestablement la charge, l'albumine est chargée négativement, donc certaines molécules sont chargées positivement, comme la gentamicine, les céphalosporines sont chargées négativement, et il y aura, et ça va jouer un petit peu sur le transfert au niveau de la membrane d'épuration. Et donc, si vous mettez en perspective le poids moléculaire, la fraction liée à l'albumine et la charge ionique, eh bien, ça va vous définir le coefficient de tamisage, c'est-à-dire le coefficient de sieving. Et lorsque vous avez avoir une petite molécule non liée à l'albumine chargée positivement, eh bien, vous allez chargée négativement, pardon, vous allez avoir un coefficient de sieving très important, c'est-à-dire que cette molécule va passer très facilement à travers l'épuration, la membrane d'épuration et va être éliminée très facilement. Par contre, plus votre molécule va être liée à l'albumine ou grosse ou chargée négativement, et plus à ce moment-là, eh bien, elle va être peu épurée. C'est ce qui est vraiment résumé ici. Petite molécule non liée passe très facilement à travers cette membrane semi-perméable. Petite molécule liée à l'albumine ne passera pas. L'hémodialyse intermittente, il faut que vous souveniez que c'est une épuration extra-anale rapide, intense. Il y a 3 déterminants qui vont être importants dans la clearance d'un médicament. C'est le débit sanguin. Plus vous avez un débit sanguin élevé et plus vous allez épurer votre médicament. Le débit dialysa aussi, et la durée de séance. Si vous faites une séance de 4 heures, 6 heures ou 8 heures, eh bien entendu, vous allez épurer d'autant plus votre médicament s'il est épuré. S'il est lié à l'albumine, il ne sera pas épuré. Pour l'épuration par technique continue, il y a des formules de calcul qui dépendent essentiellement du coefficient de sieving, et ça, il est propre à chaque molécule, et du débit d'ultrafiltrat, c'est-à-dire de supplémentation. C'est-à-dire de combien on va échanger notre sang. Il y a les approches post-dilutionnelles, pré-dilutionnelles, il y a des formules, je vous demande bien entendu de ne pas les connaître, mais ça peut permettre d'apprécier l'épuration d'une molécule lors d'une technique continue pendant plusieurs jours. Et donc, on va aussi apprécier l'élimination d'une molécule en fonction des autres éléments d'élimination, c'est-à-dire la clearance non rénale.
si la clairance c'est fait par voie hépatique, par voie endothéliale. Il y a un impact véritablement de l'épuration extra-rénale s'il y a une fraction d'élimination extracorporelle supérieure à 25% de la clairance totale d'un médicament. Pour résumer, pour synthétiser, il n'y a pas d'impact de l'épuration si votre poids moléculaire est supérieur à 30 kg Dalton, s'il y a une fraction libre inférieure à 20% ou s'il y a une fraction d'excrétion extracorporelle inférieure à 25%. Quand vous voulez apprécier l'élimination d'une molécule par une épuration extra-rénale, vous regardez la liaison à l'albumine, le volume de distribution et l'excrétion, est-ce qu'elle est exclusivement urinaire, hépatique ou autre. Alors, un collègue a trouvé un papier et vous demande votre avis sur ce papier qui, à l'époque, a fait aussi parler de lui, et il regardait eh bien, la clairance observée, la clairance prédite de différents antibiotiques lors de séances d'épuration extra-rénale continue. Et normalement, on devrait avoir eh bien, une diagonale ici. Et comme vous le voyez, eh bien, on n'a pas forcément une relation très significative entre la clairance observée et la clairance prédite. Eh bien, probablement parce que il y avait plusieurs explications. La première, c'est que l'albuminémie des patients de réanimation n'est pas celle des volontaires sains. Donc, toutes les études qui ont été faites, les études de pharmacodynamie ont été faites avec des volontaires sains, les liaisons à l'albumine du médicament par rapport aux volontaires sains. Et malheureusement, en réanimation, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a beaucoup plus de médicaments non liés à l'albumine chez les patients de réanimation que qu'on pourrait s'attendre à avoir, en théorie. Et puis, il y a aussi une saturation, une thrombose de la membrane d'épuration, ce qui diminue la taille des pores et diminue donc aussi la qualité de l'épuration. C'est pour ça que, incontestablement, le gold standard, ça sera toujours d'essayer de doser ces antibiotiques. Dès que vous avez un doute, eh bien, il faudra faire des dosages de ces antibiotiques pour savoir si vous vous situez sur une fourchette haute ou basse de la concentration d'antibiotiques que vous recherchez. Alors, maintenant, eh bien, on arrive à une phase de résolution de l'épuration extra-rénale, de l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, il va falloir peut-être arrêter cette épuration extra-rénale. Comment vous pouvez guider votre arrêt de l'épuration extra-rénale? Est-ce que ça se fait sur la diurèse, sur la créatininémie, sur l'urémie, sur la concentration de créatinine urinaire ou sur la concentration d'urée urinaire? Je vous laisse encore 5 secondes. Alors, sur la diurèse, sur la créatininémie ou l'urémie, ou bien sur les concentrations d'urée ou de créatinine urinaire. Alors, moi, j'aurais dit que les réponses que j'aurais choisies, c'était 1, 4 et 5. La créatininémie et l'urémie, eh bien, elles vont être faussées du fait que ces deux marqueurs vont être éliminés par l'épuration extra-rénale. Donc, vous allez avoir une créatinine et une urée sanguine qui vont être forcément basses. Autant ce sont des marqueurs qui peuvent être intéressants pour débuter une épuration extra-rénale, mais dans le cadre de lorsqu'on l'a débuté, eh bien, ces marqueurs ne servent plus à rien. Alors, il n'y a pas pour l'instant de marqueurs parfaitement validés. Vous voyez qu'au cours des 2 dernières décennies, on est passé de laisser à la discrétion du docteur lorsqu'on voulait arrêter une épuration extra-rénale
à maintenant, eh bien, on regardait beaucoup quand même la diurèse. Est-ce qu'elle était supérieure à 400 millilitres par 24 heures ou bien 1000 ou 2000 millilitres par 24 heures si on utilisait des diurétiques. Et ça repose essentiellement sur un papier qui sert encore vraiment de référence du Chino, qui est une étude post-hoc, c'est-à-dire une étude secondaire, une analyse secondaire à une grande étude observationnelle. Et il montrait que ceux qui avaient le meilleur critère de sensibilité, spécificité d'un sevrage de l'épuration extra-rénale, eh bien, c'était un seuil de diurèse de 430 millilitres par jour lorsqu'on n'utilisait pas de diurétique et lorsqu'on utilisait des diurétiques de 2 litres 300. Alors, c'est incontestablement lorsque un patient eh bien, a une production d'urine significative, c'est que probablement son rein récupère. Mais comme vous le savez, c'est pas parce qu'on urine qu'on a une autonomie rénale. Il y a bien des insuffisances rénales aiguës avec une diurèse conservée. Et on avait fait une étude ici à Clermont-Ferrand, mais une même approche avait été faite à Montpellier sur la concentration de soit d'urée urinaire, soit de créatinine urinaire. Et on avait montré que lorsque le rein concentrait l'urée urinaire, avec un seuil de 1,35 millimoles par kilo par 24 heures, ce qui correspondait grosso modo à 100 millimoles par jour, eh bien, lorsque ce pouvoir de concentration était récupéré par le rein, c'est que probablement il y avait une autonomie de la fonction rénale qui lui permettait un sevrage de l'épuration extra-rénale. Un autre seuil avait été défini par l'équipe de Montpellier avec une créatininurie supérieure à 5,2 millimoles par 24 heures. Donc, c'est vraiment une philosophie de se dire si on arrive à concentrer ses urines avec une diurèse satisfaisante, hein, bien entendu, quelqu'un qui urine moins de 200 millilitres par jour, il n'a pas de diurèse suffisante, mais au-delà de 400 millilitres par jour, avec des biomarqueurs, ça peut être sans doute intéressant de proposer un arrêt de l'épuration extra-rénale. Alors, on va arriver à la conclusion. L'épuration extra-rénale eh bien, doit être discutée juste pour une dysfonction rénale, pas pour autre chose, à partir d'un stade CADIGO 3, mais ce n'est sans doute pas délétère d'attendre. Il faudra sans doute faire quand même attention à la balance des fluides et pas laisser un patient avec une balance trop positive. Si vous arrivez à contrôler la balance des fluides, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez discuter le début d'une épuration extra-rénale en dehors, bien entendu, de toute urgence métabolique avec une acidose incontrôlée, une hyperkaliémie, lorsqu'on a une urémie entre 40 et 50 millimoles par litre. Vous pouvez utiliser des techniques continues ou intermittentes. L'objectif, c'est de bien les réaliser. Si vous utilisez des techniques d'anticoagulation continue, utilisez du citrate. Maintenant, c'est vraiment le gold standard. Et le timing d'arrêt, eh bien, regardez la diurèse, au moins 400 à 500 millilitres par jour, et puis jetez un coup d'œil sur l'urée ou la créatinine urinaire avec ce pouvoir de concentration du rein. Si vous regardez aussi les médicaments et la gestion de médicaments lors de cette phase d'insuffisance rénale et d'épuration extra-rénale, la posologie initiale, je vous rappelle, elle est normorénale, puis vous allez adapter. Et quand vous adaptez la posologie, eh bien, ça se fait avec la clearance en calculant l'UV sur P et pas les formules MDRD ou Cochrane. Il faudra faire attention à votre impact de l'épuration sur l'élimination de vos médicaments. Donc, regardez la liaison à l'albumine du médicament et l'excrétion, est-ce qu'elle est urinaire, hépatique, et l'espace de distribution. Le mieux, ça va être quand même de doser autant que faire se peut ces antibiotiques. Et je vous rappelle que l'objectif
principale de votre prise en charge médicamenteuse, eh bien, ça va être d'amener une concentration d'antibiotiques supérieure à CMI et inférieure à la concentration toxique. Et il va falloir eh bien, discuter chaque jour en fonction de la fonction anale, de l'épuration extra-anale, la posologie antibiotique pour rester justement entre ces deux seuils. Et le mot de la fin, en réanimation, moi, mon expérience, c'est que la balance bénéfice-risque est plutôt en faveur du surdosage que du sous-dosage. Attention, danger de penser qu'on traite correctement avec des antibiotiques et en fait, eh bien, on est sous-dosé et on ne traite absolument pas le foyer infectieux. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Pourriez-vous me donner la référence de l'étude sur les biomarqueurs du sevrage et sur le débit de test diurétique? Alors, oui, hop, on revient en arrière. Hop, celle de Montpellier, c'est Vialet Intensive Care 2016 et Daily Urinary Creatinine. Daily Urinary Urea Excretion Annual Crit Care 2016, c'est la même année. Et Ushino Crit Care 2009, Discontinuation. En cas d'hypercalcémie sur une hyperpara ou maligne, par exemple, peut-on faire de la dialyse au citrate? Nous avons le cas dans le service avec un ratio de citrate et de réinjection du calcium inversé, 1,3 millimoles de citrate calcium et 3,7 millimoles de citrate. Alors, oui, ce n'est pas une contre-indication. Très clairement, l'hypercalcémie n'est pas une contre-indication à l'épuration extra-anale au citrate, puisque l'objectif, ça va être justement de faire, et on va baisser la calcémie grâce à l'épuration extra-anale et non grâce au citrate. Donc, il faudra faire attention, bien entendu, au calcium ionisé. Donc, peut-être qu'on va au départ moins supplémenter en calcium ionisé, mais attention, à partir du moment où le calcium va être éliminé par l'épuration extra-anale, il va falloir faire très attention pour ne pas rentrer dans une phase d'hypocalcémie et qui pourrait avoir des conséquences redoutables si on n'y prête pas garde. Donc, véritablement, on peut le faire, mais ça demande une surveillance de calcium ionisé un peu plus attentive. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, pas d'autres questions. Eh bien, OK, eh bien, on va s'arrêter là pour ce module. Merci à tout le monde.